Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Secrétaire d'État. Anthony a 30 ans. Il vit en couple avec Andrea, qui a 24 ans. Tous les deux sont autistes Asperger. Ils perçoivent tous les deux l'allocation adulte handicapé. Anthony va commencer un travail prochainement en vacataire dans la fonction publique. Sa compagne perdra son allocation adulte handicapé alors même qu'elle est encore en recherche d'emploi. Sylvie est salariée. Elle est mariée à une personne en situation de handicap psychique. En fournissant le même travail que ses collègues en établissement spécialisé et en travaillant 35 heures, son mari ne touche que 715 € par mois et ne percevra pas l'allocation adulte handicapé l'année prochaine. Fabienne a 42 ans. Elle est en situation de handicap intellectuel. Elle travaille dans un ESAT et habite chez ses parents dans le centre de Bordeaux. Elle souhaite intégrer l'ORE, un projet d'habitat inclusif. La prestation de compensation du handicap lui a été refusée. Roger est tombé d'un toit à 41 ans. Il a eu un traumatisme crânien. Il a fait une demande de prestation de compensation du handicap. Cette demande lui a été refusée. Il a des troubles de la mémoire qui entravent ses activités quotidiennes, son parcours médical et ses relations sociales. Fabienne et Roger ne sont pas seuls. Ils sont près de 60 000 dans notre pays à subir cette injustice et à être exclus de l'accompagnement du fait de leur maladie psychique ou de leur trouble mental. Anthony et Sylvie ne sont pas seuls. Ils sont près de 200 000 de nos concitoyens à subir cette insupportable double peine et ce prix de l'amour. Ces réalités-là, personne ne peut les ignorer. Ces injustices-là, elles attendent depuis près de 15 ans d'être corrigées. Ces failles-là, elles ont fait l'objet de dizaines de rapports, de dizaines d'évaluations, de centaines de prises de position unanimes des acteurs du handicap, de dizaines d'avis des autorités européennes et internationales qui ne cessent de rappeler la France à l'ordre. Aujourd'hui, notre proposition de loi permet d'avancer. Elle permet de ne plus attendre demain et encore demain pour permettre à des milliers de nos concitoyens en situation de handicap de retrouver toute leur dignité. La dignité n'attend pas. Cette proposition de loi provient aujourd'hui du groupe Les Républicains. Mais avant nous, nos collègues Marie-Georges Buffet, Jeannine Dubié, Yannick Favennec-Becot ou encore Stéphane Peu avaient œuvré pour cette cause. Dans cette Assemblée, je le sais, la cause du handicap traverse l'engagement de plusieurs d'entre nous. Pour ce qui me concerne, je n'aurais sûrement jamais eu d'engagement politique sans ce combat pour la dignité des personnes touchées par le handicap. Chacun a son histoire. En novembre 2018, il y a 3 ans quasiment jour pour jour, nous portions dans cette Assemblée une proposition de loi visant à améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap à l'école et le statut des accompagnants. J'ai gardé, comme beaucoup d'entre vous, je le pense, un souvenir douloureux de la manière dont ce texte avait été rejeté brutalement et sans débat. Lors de cet épisode, la majorité a, disons-le clairement, donné une piètre image du débat parlementaire. Évitons de reproduire 2 fois la même honte. Certains sujets méritent mieux que les débats politiciens et les conflits stériles. C'est un choix constructif que nous avons fait depuis le début de l'examen de notre proposition de loi. 25 heures d'audition, des dizaines d'acteurs auditionnés, un déplacement au conseil départemental de Seine-et-Marne, des échanges directs avec les acteurs des MDPH, avec les associations et les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Notre texte porte des solutions solides et concrètes. Avec notre proposition, nous portons 3 chantiers majeurs pour le handicap. Le premier chantier, vous le connaissez, c'est celui de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Je le rappelle, le mode de calcul et de plafonnement de cette allocation entrave l'autonomie des personnes en les maintenant dans une dépendance financière injuste et inacceptable vis-à-vis de leurs conjoints. Cette dépendance est, nous le savons, particulièrement difficile à vivre. Elle entraîne chez les personnes un sentiment d'inutilité, de dépendance et de perte de dignité. Ce mode de calcul absurde entraîne souvent un prix de l'amour insupportable pour les personnes handicapées. Nombre d'entre elles refusent par exemple de se mettre en couple ou de vivre avec leur conjoint au risque de voir diminuer ou de perdre leur allocation. Qui peut accepter de telles situations contraires à nos principes ? En maintenant un mode de calcul et de plafonnement de l'allocation adulte handicapé fondé sur le revenu du foyer, la France viole tous ses engagements en matière de défense des droits humains. Comme l'a d'ailleurs rappelé le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, devant lequel notre pays a été auditionné en août dernier. Cette question est portée légitimement et depuis longtemps par les personnes en situation de handicap et les associations qui les représentent. Elle a fait aussi l'objet d'un travail acharné de plusieurs de nos collègues ici dans cette Assemblée. Le dernier débat sur ce sujet a tourné au psychodrame
à grand renfort de votes bloqués et de passage en force brutal comme jamais de ce gouvernement. Personne ne l'a oublié ici, personne ne l'a oublié parmi les Français. Sur ce sujet, le gouvernement est buté. Madame la secrétaire d'État, vous ne voulez pas entendre que cette injustice est insupportable. Vous ne voulez pas entendre que cette injustice est méprisante et violente. Aussi longtemps que cette injustice demeurera, nous bataillerons sans relâche. Le deuxième chantier est celui de l'élargissement de la modernisation de la prestation de compensation du handicap. Sur ce sujet, si le sectarisme primaire ne l'emporte pas, nous devrions avoir un terrain de rassemblement. Nous observons aujourd'hui un déficit majeur d'accès à la PCH et notamment à son volet aide humaine pour les personnes présentant des altérations de fonction psychique, mentale ou cognitive. Ils sont les grands exclus de la compensation et c'est une chose grave. Les personnes connaissant une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives nécessitent une stimulation, une assistance et un accompagnement qui ne sont pas aujourd'hui prévus dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. Le rapport du docteur Leguet, que vous avez vous-même commandé, Madame la secrétaire d'État, le confirme mot pour mot. La réforme de cette prestation est un engagement de longue date de ce gouvernement. L'engagement a été pris par le Premier ministre en 2017. Il a été pris par le Président de la République en 2021. Tout le monde partage le constat. Mais au-delà du constat, rien. Pas une décision concrète, pas une mesure réelle. Des études, des fiches actions, des tableaux pour dire ce que nous savons déjà. Madame la secrétaire d'État, vous et le gouvernement procrastinez. Nous voulons agir. Et c'est l'ambition de cette proposition de loi d'en finir avec le blabla et les opérations de communication. Enfin, le troisième et dernier chantier de ce texte est celui de l'humanisation des procédures administratives pour nos concitoyens en situation de handicap. Ce sujet est tout sauf anodin. Un chiffre, 95% des décisions des maisons départementales des personnes handicapées sont rendues sur liste. Seuls 5% des demandes font l'objet d'une présentation et d'une discussion en séance. Pour 83% des discussions, vous m'entendez bien, 83% des décisions, la commission compétente prend une décision qui engage la vie des personnes sans jamais les avoir rencontrées. Dans seulement 7% des cas, les personnes sont entendues. Dans seulement 4% des cas, elles sont évaluées sur leur lieu de vie. Cette situation nourrit de profondes incompréhensions et un divorce de confiance contre lequel nous devons lutter. Tous les acteurs, y compris des maisons départementales des personnes handicapées, regrettent cet état de fait. Il ne produit rien de bon, sauf des recours. C'est à la loi de refixer un cap et c'est l'ambition de l'article 3 de notre proposition. Tout au long de la préparation de cette proposition de loi, j'ai tenu à travailler avec un état d'esprit responsable et respectueux de chacun. Ce fut le mien, ce fut aussi celui de mon groupe politique et celui de tous les groupes d'opposition qui ont accepté de travailler avec nous pour améliorer et enrichir le texte. Tous les groupes, sauf La République En Marche et un de ses alliés dociles. Vous avez refusé tout dialogue. Madame la secrétaire d'État, vous avez vous-même refusé purement et simplement d'être auditionnée ici à l'Assemblée nationale pour préparer le texte. En commission des affaires sociales, la majorité n'a rien proposé, rien corrigé, rien modifié. Non, vous avez méthodiquement et froidement supprimé chaque article de la proposition de loi. Article 1, suppression. Article 2, suppression. Article 3, suppression. Article 4, suppression. Article 5, suppression. Article 6, suppression. Article 7, suppression. Suppression, 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 7 fois suppression. Mais quelle est cette méthode détestable? Ne pensez-vous pas que la question brûlante de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé mérite autre chose qu'un amendement de suppression? Ne pensez-vous pas que l'accompagnement des malades psychiques par la prestation de compensation du handicap méritait autre chose qu'un amendement de suppression? Ne pensez-vous pas que l'humanisation des procédures administratives pour les personnes en situation de handicap ne méritait pas autre chose qu'un amendement de suppression? La méthode que vous avez choisie, je le dis clairement, est une sale méthode. Rarement un pouvoir politique n'aura été aussi technocratique et désincarné dans son approche des grands sujets sociaux. En 2005, Jacques Chirac avait eu du courage, le courage politique de faire du handicap une priorité et de porter une grande loi. Désormais, c'est la règle des tableaux Excel, des études en tout genre, des paroles creuses et des ronds de cuir de la politique. En réalité, vous paraissez incapable de vraiment changer les choses. Ma colère,
elle est juste à la hauteur de votre méthode et de votre mépris sur ce texte. Nous débutons ce matin un débat essentiel pour quelques millions de Français. Saboter ce texte serait une faute impardonnable. Pas pour moi, pas pour notre groupe politique, pas pour les oppositions. Non, c'est une faute impardonnable pour les Français. Je n'imagine pas que vous commettiez cette faute. Merci, monsieur le rapporteur.